Tu ne viens pas. Deshaun déchira en deux le billet d'embarquement de sa femme à la porte d'embarquement. Le terminal devint silencieux. Sa maîtresse sourit et se dirigea vers la première classe à ses côtés. Tout le monde regardait Renée, attendant qu'elle craque. Elle ne le fit pas. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Puis elle s'assit, car l'avion n'avait pas encore commencé à embarquer et la personne en siège 1 a été déjà en place. La zone d'embarquement du terminal D était bondée ce mardi matin. Des familles traînant des valises à roulettes, des voyageurs d'affaires fixant leur téléphone, un jeune couple partageant des écouteurs près de la fenêtre, regardant les avions immobiles sur le tarmac dans la lumière grise du petit matin. C'était le genre de foule ordinaire qui devient témoin sans jamais l'avoir choisi. Le genre qui se souvient de ce qu'il a vu pendant des années. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que certaines choses s'impriment dans la mémoire, qu'on les invite ou non. Renée se tenait près de la fenêtre avec son bagage à main quand Deshaun s'approcha d'elle, prit son billet d'embarquement sans un mot, et le déchira net en deux. Le bruit était léger, un bruit de papier, mais le terminal l'entendit comme une pièce entend un verre se briser. Ce court instant de silence collectif avant que quiconque comprenne vraiment ce qui venait de se passer. Un enfant assis 2 rangées plus loin leva les yeux de sa tablette. Les yeux de l'agent d'embarquement se levèrent de son écran puis se reposèrent dessus. Personne ne dit rien parce que personne ne savait encore quel genre de moment c'était. Camille se tenait 2 pas derrière lui. Elle portait une veste crème et un pantalon de voyage sombre, ses cheveux naturels attachés en chignon, un seul bracelet en or à son poignet gauche avec un pendentif en perle au centre. Elle ne dit rien quand Deshaun déchira le billet. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le lent étirement de ses lèvres, la façon dont son menton se leva légèrement quand elle croisa le regard de Renée, suffisait. C'était l'expression d'une femme qui avait décidé que gagner n'était pas suffisant, que l'autre personne devait aussi le voir clairement. Elle maintint ce regard pendant 2 secondes entières. Puis elle détourna les yeux, comme si Renée faisait déjà partie du décor. Deshaun plaça le billet de première classe dans la main de Camille et se dirigea vers la passerelle d'embarquement sans se retourner. Il dit quelque chose à l'agent d'embarquement que Renée ne put entendre. L'agent hocha la tête sans expression. Un homme près de la station de recharge détourna les yeux de la scène avec le soin particulier de quelqu'un qui ne veut pas être impliqué. Une femme avec un tout petit endormi sur son épaule regarda Renée avec quelque chose de proche du chagrin sur le visage. Le genre de visage qui dit « J'ai déjà été quelque part près de ça et je ne le souhaiterais à personne ». Renée regarda les 2 moitiés déchirées de son billet d'embarquement par terre. Puis elle se baissa lentement, délibérément, sans aucun signe de gêne, ramassa les 2 morceaux, les plia une fois le long de la pliure existante, et les glissa dans la poche intérieure de son manteau. Elle lissa la poche avec 2 doigts. Elle ne regarda pas la passerelle d'embarquement. Elle n'éleva pas la voix. Elle se retourna, marcha vers la rangée de sièges la plus proche, s'assit, croisa les jambes et sortit son téléphone. Elle passa un appel. Elle parla pendant 30 secondes, sa voix basse et égale, et quand elle raccrocha, elle posa le téléphone face contre terre sur son genou et resta assise, les mains parfaitement immobiles. Sa respiration était régulière. Ses yeux suivirent la porte du jetway alors qu'elle s'ouvrait pour l'embarquement avec l'expression de quelqu'un regardant un événement programmé arriver à l'heure. Il y avait une femme assise 3 rangées plus loin qui décrirait ce moment à sa sœur au téléphone ce soir-là. Elle dit qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Pas le déchirement du billet. Elle avait déjà vu de la cruauté dans les aéroports. La laideur publique particulière d'une relation qui se brise devant des inconnus. Ce qu'elle n'avait jamais vu avant, c'était ce qui s'est passé après. La façon dont le visage de Renée avait l'air pendant cet appel de 30 secondes. Comme une personne qui a répété une pièce de musique longue et compliquée pendant des mois et qui la joue simplement maintenant. Comme quelqu'un vérifiant que le dernier instrument est accordé avant que le spectacle ne commence. Elle n'avait pas été laissée pour compte. Elle était exactement là où elle devait être. 12 ans plus tôt, Renée était assise au dernier rang d'une collecte de fonds à l'église quand un homme en chemise bleue se leva pour présenter une proposition commerciale à une salle qui n'était pas particulièrement intéressée à en entendre une. Il avait 29 ans, nerveux de la façon dont les gens le sont quand ils se soucient de quelque chose plus qu'ils ne veulent le montrer, et le diaporama derrière lui perdait sans cesse sa connexion avec le projecteur. Elle avait ri, non pas de lui, mais de la situation. Et il l'avait entendu rire, et au lieu d'être embarrassé, il avait ri aussi. C'est comme ça que tout a commencé. Ce petit rire partagé au fond d'une salle paroissiale, et la sensation qui l'accompagnait, celle d'avoir trouvé quelqu'un qui ne se prenait pas trop au sérieux. Elle s'était trompée sur ce point finalement, mais pas au début. Au début, Deshaun était facile à aimer.
Il était ambitieux, généreux et drôle d'une manière sèche et discrète qu'elle aimait. Il avait des idées trop grandes pour son budget, et elle y croyait avant même que l'argent n'existe. Quand il parlait de l'entreprise de logistique qu'il voulait construire, elle écoutait non pas de la façon dont les gens écoutent par politesse, mais de la façon dont les gens écoutent quand ils ont l'intention d'aider. Elle co-signa le premier prêt commercial parce que son crédit était meilleur que le sien, et parce qu'elle comprenait ce qu'il construisait, et parce qu'elle était le genre de femme qui s'investissait à fond quand elle choisissait quelque chose. Elle déménagea quand l'entreprise eut besoin de s'agrandir. Elle géra les comptes le week-end pendant 2 ans sans salaire. Elle renonça à une promotion à l'hôpital pour laquelle elle travaillait depuis 6 ans parce que le timing ne correspondait pas à l'emploi du temps d'expansion de Deshawn. Elle fit ces choses non pas comme un sacrifice, non pas avec du ressentiment qui s'accumulait en dessous, mais parce qu'elle croyait que la vie qu'ils construisaient ensemble était solide, réelle et allait quelque part où elle voulait être. Le premier signe qu'elle remarqua ne fut pas dramatique. Pendant des années, Deshawn avait discuté de ses décisions commerciales avec elle à la table de la cuisine. Contrats, clients potentiels, plan d'expansion, risques qu'il pesait. Un soir, elle réalisa qu'il ne l'avait pas fait depuis 4 mois. Elle resta un moment avec cette prise de conscience, puis elle la laissa partir. Puis cela revint. Puis vinrent les appels qu'il prenait dehors. Pas un ou deux, qui auraient pu s'expliquer, mais beaucoup, un schéma. Puis vint l'emploi du temps de voyage qui ne comprenait plus de détails. Puis vint la façon dont il la corrigeait devant les gens. De petites corrections. Le genre qui pouvait sembler de l'aide de loin, mais qui atterrissait différemment de près. Il disait, « Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. » Ou, « Laisse-moi m'en occuper. » Ou, « Tu n'as pas besoin de savoir cette partie. » Chaque fois que cela se produisait devant des amis ou des collègues, quelque chose de microscopique changeait dans la pièce. Un réalignement de qui détenait l'autorité entre eux. Et Renée ne disait rien et souriait et réorientait la conversation. Mais elle observait. Elle avait toujours été le genre de femme qui observe silencieusement, complètement, sans annoncer ce qu'elle cataloguait. Le dîner de l'entreprise eut lieu à l'automne de l'année précédente. Deshawn avait invité plusieurs membres clés du personnel et 2 investisseurs potentiels dans un restaurant en centre-ville. Il présenta Camille comme sa gestionnaire de bureau, un poste qu'elle occupait depuis 8 mois. Elle était posée, éloquente et attentive à Deshawn d'une manière qui n'était pas tout à fait professionnelle et pas tout à fait autre chose. Renée lui serra la main et dit qu'elle était ravie de la rencontrer. Elles parlèrent brièvement d'une conférence à laquelle Camille avait récemment assisté. Camille était articulée. Elle portait aussi un bracelet en or avec un pendentif en perles au centre. C'était une petite chose, un bijou que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Mais Renée le remarqua de la façon dont l'esprit marque parfois les choses sans qu'on le lui demande, les rangeant dans un endroit en dessous de la décision consciente pour des raisons qui ne deviennent claires que plus tard. Elle ne dit rien à ce sujet. Elle termina son dîner. Elle sourit pour les photos. Elle rentra à la maison à côté de Deshawn dans un silence qu'il prit pour du contentement. Elle additionnait les choses. Elle n'avait simplement pas encore atteint la somme. C'était un mercredi soir en février quand Deshawn laissa son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Il était monté à l'étage pour prendre un appel, ce qui était ordinaire à ce moment-là, les appels à l'étage, les portes fermées. Ce qui n'était pas ordinaire, c'était que le fil de discussion par email à l'écran était déjà ouvert, déjà chargé, et que Renée se tenait assez près pour lire l'objet sans avoir à se rapprocher. Elle s'approcha. Le fil s'étendait sur 47 messages, couvrant 14 mois. C'était une chaîne entre Deshawn, son frère aîné Terence, un avocat d'entreprise, et un cabinet de restructuration financière basé à Atlanta. Le langage des emails était technique et complexe, le genre de langage conçu pour être compris uniquement par des personnes qui savent déjà ce qu'elles cherchent. Mais Renée avait géré les comptes de l'entreprise pendant 2 ans. Elle comprenait le langage. Elle lut du début au message le plus récent, parcourant le tout avec le soin méthodique de quelqu'un qui ne cherche pas une confirmation de suspicion, mais une image complète d'un fait. L'image était celle-ci. Depuis les 18 derniers mois, Terence préparait des documents pour dissoudre la part de Renée dans l'entreprise. Parce qu'elle avait co-signé le prêt commercial initial, elle était légalement une actionnaire silencieuse, quelque chose que Deshawn n'avait apparemment jamais pleinement pris en compte quand il avait commencé à planifier son départ. La restructuration était conçue pour lui enlever sa part avant le dépôt d'une demande de divorce. Le divorce n'était pas discuté comme une possibilité. Il avait une date attachée. Terence avait identifié le mécanisme juridique, rédigé les documents, et commencé le processus de dépôt.
Le cabinet d'Atlanta avait confirmé que l'approche était viable si elle était complétée avant que René ne soit légalement informé du divorce. Elle lut le nom de Terence dans ses emails 14 fois. Terence, qui faisait partie de leur vie depuis avant le mariage. Terence, qui appelait René sa sœur quand il la présentait à des collègues. Terence, qui s'était assis à leur table de salle à manger 2 semaines plus tôt pour le dîner d'anniversaire de Gélène, qui avait mangé 2 parts de gâteau et lui avait demandé la recette. Qui l'avait serré dans ses bras à la porte en partant et avait dit qu'elle avait construit quelque chose de réel ici. Et qui était parti en ayant déjà déposé des documents conçus pour lui enlever la moitié. René resta au comptoir pendant 6 minutes. Elle ne toucha pas à l'ordinateur portable. Elle le referma exactement comme elle l'avait trouvé. Essuya le comptoir autour de lui pour enlever une trace de café qui était là avant son arrivée, éteignit la lumière de la cuisine et monta à l'étage. Elle fit du thé. Elle se mit au lit. Elle resta allongée sur le côté et regarda le plafond pendant que la maison s'installait autour d'elle. Pendant que l'appel de Deshawn continuait derrière la porte fermée du bureau au bout du couloir. Pendant que le chauffage s'allumait et que le réfrigérateur bourdonnait et que son fils dormait 3 pièces plus loin. Elle resta là bien après minuit, et quand elle ferma enfin les yeux, quelque chose en elle avait fini de bouger et était arrivé quelque part de très calme et de très clair. Au-delà du choc, au-delà du chagrin, au-delà de la partie où une personne pleure dans un endroit qui n'était que pensée. Elle était de retour dans la cuisine avant que Deshawn ne descende le lendemain matin. Le café était fait. Le déjeuner de Gélène était préparé. Elle demanda s'il voulait des œufs. Il dit qu'il était en retard. Elle dit « D'accord, passe une bonne journée ». Il ne regarda pas son visage en partant. Il y avait une ligne dans la chaîne de mai qu'elle n'avait pas encore comprise. Vers le bas, Terence avait écrit au cabinet de restructuration. La clôture de Genève confirmée pour le 14. Elle ne savait pas ce qui se clôturait à Genève le 14. Elle comprenait qu'elle devait le découvrir. Elle comprenait qu'elle avait du temps, et que le temps était maintenant la chose la plus importante qu'elle possédait. Elle commença à le découvrir le lendemain matin. Patricia Okafor dirigeait son cabinet depuis un bureau au 3e étage du côté et du centre-ville, et elle avait déjà vu des cas de stripping d'actifs auparavant, sous toutes les formes que produisent l'amertume, la cupidité et l'arrogance au cours d'une longue carrière en contentieux corporatif. Elle était minutieuse, directe et désintéressée par les rassurances. Elle examina la documentation de René lors de 2 réunions et parvint à sa conclusion avec l'efficacité de quelqu'un qui a vu ce schéma suffisamment de fois pour le reconnaître rapidement. Parce que la cosignature initiale du prêt n'avait jamais été formellement séparée de la participation au capital dans l'accord d'exploitation fondateur de l'entreprise, un détail que l'avocat de Deshawn au début n'avait pas correctement finalisé, et que Terence avait apparemment manqué ou ignoré en structurant la dissolution, la part de René était toujours légalement active. La restructuration que Terence avait déposée était frauduleuse. Si elle était complétée, elle constituerait une fraude financière intentionnelle contre un actionnaire documenté. Patricia dit cela sans emphase particulière, de la façon dont elle disait tout, puis elle posa son stylo et demanda à René ce qu'elle voulait faire à ce sujet. René le lui dit. Patricia le nota et dit qu'elle pouvait avoir le contre-dépôt prêt dans 6 semaines. Elle demanda si René avait besoin d'autre chose. René dit qu'elle la recontacterait pour le timing. Elle remercia Patricia, prit son sac, prit l'ascenseur jusqu'à la rue, et resta un moment dans le froid avant de marcher vers sa voiture. Au cours des 6 semaines suivantes, René ne fit rien à la maison qui ressemble à une préparation. Elle fit le dîner. Elle aida Gélène avec ses devoirs et assista à ses matchs de football et le conduisit à son cours d'art du samedi matin. Elle alla travailler à l'hôpital. Elle respecta ses délais. Elle était présente et sans histoire. À la réception de l'anniversaire de l'entreprise de Deshawn, elle porta une robe qu'elle possédait depuis 3 ans, sourit sur 3 photos avec des personnes qu'elle reconnaissait des emails de restructuration, et ne laissa rien transparaître. Deshawn, devenant de plus en plus confiant chaque semaine, devint négligent de la façon dont les gens trop confiants le deviennent toujours. Il arrêta de changer d'application quand elle entrait dans la pièce. Il arrêta de construire des explications élaborées pour les soirées tardives. Il avait déjà décidé qu'elle ne savait pas. Alors il arrêta de se comporter comme un homme qui devait être prudent avec elle. Camille vint à la maison 2 fois pendant ces 6 semaines. La première fois, elle apparut à la porte d'entrée avec un contrat que Deshawn avait soi-disant laissé au bureau, tenant le dossier avec le soin particulier de quelqu'un qui veut être vu comme utile. La deuxième fois, elle vint avec une recommandation de lieu pour un dîner d'affaires, et elle resta quelques secondes de plus que nécessaire à la porte d'entrée.
Les deux fois, l'expression de Camille portait la même inclinaison vers le haut que celle de l'aéroport, ce regard silencieux d'une femme qui voulait que l'autre sache où les choses en étaient. Les deux fois, René reçut ce qui était livré, dit merci, et ferma la porte. Elle n'offrit rien en retour à Camille, ni hostilité, ni douleur, ni même reconnaissance du sous-texte. Rien. Parce que rien n'était justifié, et parce qu'une femme qui a 3 coups d'avance ne dépense pas son énergie sur l'ouverture. L'invitation vint de Deschaune un dimanche matin. Il était assis en face d'elle à la table de la cuisine et lui dit qu'il avait une grande conférence de fret à Genève qui approchait. Des investisseurs clés, des contrats importants, des relations qui valaient la peine d'être construites en personne. Il dit qu'il avait réservé 2 billets en première classe, que ce serait peut-être bien pour eux de voyager ensemble, de voir la ville. Il le dit avec l'aisance d'un homme qui a répété quelque chose jusqu'à ce que les marques de répétition ne se voient plus. René le regarda de l'autre côté de la table et dit que cela semblait merveilleux. Elle dit qu'elle espérait qu'ils pourraient passer du vrai temps ensemble. Elle sourit d'une manière qu'elle avait apprise en 12 ans à le voir avoir besoin d'être cru. Ce soir-là, après que Gélène se fut endormie, elle appela Patricia. Elle dit « Il a mordu à l'hameçon ». Ce que Deschaune ne savait pas, ce que Thérence ne savait pas, ce que Camille ne savait pas, c'est que Patricia avait déjà contacté Eleanor Vos 2 semaines plus tôt. Eleanor dirigeait le principal groupe d'investissement derrière la clôture de Genève, une société de capital investissement avec des positions sur 3 continents et une réputation de prudence avant de s'engager. Elle était rigoureuse et exigeante et ne mettait pas sa signature sur des documents qu'elle n'avait pas lus en entier. Quand Patricia lui envoya un résumé des irrégularités de participation avec des documents à l'appui, Eleanor les lut, posa 3 questions précises, reçut 3 réponses précises, et accepta une réunion privée avant la session de clôture. Elle avait réservé sa propre place sur le vol pour Genève avant même que Deschaune ne pense à réserver celle de René. Elle était assise en siège 1A. Tout était déjà en place. La seule étape restante était le vol lui-même, et le vol était déjà réservé, et René avait déjà emballé son blazer marine dans une section séparée de son bagage à main et l'avait repassé la veille. Parce que quand le moment viendrait, elle avait l'intention de ressembler exactement à elle-même. Composée, préparée et habillée pour la pièce dans laquelle elle allait entrer. De retour dans le terminal, 8 minutes après que Deschaune et Camille eurent disparu dans le jetway, un agent d'embarquement traversa la zone d'embarquement et s'arrêta devant René. Elle ne s'approcha pas avec sympathie ou avec la manière prudente de quelqu'un gérant une scène. Elle s'approcha avec l'efficacité silencieuse d'une personne qui s'attendait à faire cela. Un agent d'embarquement répondant à une demande qui avait été faite par le biais du bureau de service de la compagnie aérienne 30 minutes avant que René n'atteigne même l'aéroport ce matin-là. Elle tendit un nouveau billet d'embarquement. Siège 2A, surclassé. René la remercia, se leva, prit son bagage à main et rejoignit la file d'embarquement sans se presser. Elle traversa la première classe à l'allure de quelqu'un qui a sa place là-bas. Deschaune était assis au siège côté hublot avec Camille à côté de lui au siège côté couloir, leur bagage déjà rangé dans le compartiment supérieur. Camille avait enlevé ses chaussures et un coussin de voyage arrangé derrière sa nuque. Elle avait commandé quelque chose à l'hôtesse. Deschaune regardait son téléphone avec la posture délibérée d'un homme qui fait semblant d'être absorbé. Il vit René dans son champ de vision périphérique quand elle était 3 rangées plus loin. Il se retourna. La séquence de son expression fut rapide mais visible. Surprise, puis un effort réflexe de composition, puis quelque chose de plus lent et plus difficile à nommer. Un recalibrage, une recherche d'une histoire qui expliquerait cela et ne la trouvant pas assez vite. Il se pencha vers Camille et dit quelque chose à voix basse. Camille regarda brièvement en arrière, ses yeux trouvant René. Puis elle se tourna vers l'avant et attrapa son verre avec une fermeté qui était clairement travaillée. René ne croisa le regard d'aucun des deux. Elle prit place en 2A, rangea son sac, attacha sa ceinture et ouvrit son dossier de documents sur la tablette. Elle les parcourut avec la même tranquillité méthodique qu'elle avait apportée à tout ce qu'elle avait fait au cours des 6 dernières semaines. Pas en lisant, en confirmant. Vérifiant que l'architecture était toujours solide. De la façon dont un ingénieur vérifie un pont une dernière fois, non pas parce qu'il en doute, mais parce qu'il a construit et que la responsabilité lui en incombe. La femme en siège 1A ne s'était pas retournée. Elle avait ses propres documents étalés sur sa tablette, une paire de lunettes de lecture poussées à moitié sur son nez, travaillant sur un dossier dense avec l'économie concentrée de quelqu'un qui traite le temps en l'air comme un temps qui lui appartient. Elle avait la soixantaine, des mèches argentées aux tempes, portant une veste anthracite qui ne disait rien d'elle-même et tout sur la femme qui la portait.
Une hôtesse de l'air traversa la première classe avec le passage avant le départ. Elle s'arrêta à 1A et se pencha légèrement. « Madame Voss, puis-je vous apporter quelque chose avant le décollage ?» Le nom traversa la cabine comme un genre particulier de silence. Le silence d'un mot atterrissant à l'endroit précis où il était toujours destiné à atterrir. La main de Deschaun sur l'accoudoir devint immobile. Il ne se retourna pas immédiatement. La pause avant qu'il ne le fasse fut assez longue pour montrer qu'il savait déjà ce qu'il verrait quand il le ferait. Quand il se retourna enfin, il regarda le haut du dossier du siège devant lui, les cheveux argentés visibles au-dessus. Et son visage fit quelque chose qui n'avait plus rien de performatif. Juste de la compréhension. Le genre qui arrive trop tard et le sait. Camille posa sa main sur son avant-bras. Il ne se rapprocha pas d'elle ni ne s'éloigna. Ses yeux restèrent fixés sur le dos du siège 1A. L'avion commença à bouger. René regarda la piste s'étendre sous eux par la fenêtre, le terminal s'éloigner, le matin gris s'ouvrir sur le ciel gris au-dessus. Et son expression était celle d'une femme regardant quelque chose qu'elle avait construit à partir de rien commencer à fonctionner exactement comme elle l'avait conçu. Pas de satisfaction. Pas de soulagement. Quelque chose de plus calme que les deux. La paix particulière d'avoir préparé complètement quelque chose et d'être maintenant simplement à l'intérieur. Derrière elle, Deschaun ne parla pas à Camille pendant la première heure du vol. Camille commanda du champagne quand l'hôtesse passa, plus délibérément qu'elle n'en avait besoin, s'inclinant vers le couloir pour que le mouvement soit visible pour la ranger derrière. Elle se pencha vers Deschaun et dit quelque chose à voix basse, probablement pour l'ancrer, pour lui rappeler ce vers quoi il volait. Il répondit par une seule syllabe. Elle se retourna vers le hublot. René ne regarda rien de tout cela. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle avait un dossier de documents, un plan qui était déjà en mouvement et 7 heures d'altitude silencieuse pour rester dans sa propre quiétude. Elle commanda de l'eau. Elle parcourut 2 pages de notes. Elle ferma le dossier et regarda les nuages sous l'aile, blancs et uniformes et allant nulle part. Et elle se laissa exister dans le calme particulier d'une personne qui a déjà fait tout ce qui pouvait être fait et attend maintenant simplement que le monde la rattrape. La salle de conférence de l'hôtel de Genève occupait le coin nord-ouest du 4e étage, avec des fenêtres du sol au plafond sur un mur et la vieille ville visible à travers le verre dans la lumière dorée lourde de fin d'après-midi. Une longue table en acajou, 12 chaises en cuir, des carafes d'eau et un service à café déjà disposé et refroidissant légèrement au moment où les parties arrivèrent. C'était le genre de salle qui avait accueilli une centaine de décisions sérieuses. Elle allait en accueillir une de plus. Terence arriva avec Deschaun et disposa immédiatement ses documents de la manière dont les hommes le font quand ils ont besoin de se sentir en contrôle d'une pièce. Il salua les autres parties avec la chaleur efficace d'un avocat qui considère ces situations comme des environnements contrôlés. L'homme d'un cabinet d'investissement de Londres, un représentant d'un groupe de capital de Dubaï, l'avocat suisse gérant la clôture légale locale. Tous présents. Tous installés. La salle avait, de l'extérieur, l'air d'une clôture. Deschaun s'assit à la table et ajusta sa veste. Il n'avait pas bien dormi pendant le vol. Il n'avait pas prononcé plus de 12 mots avec Camille dans la voiture de l'hôtel. Il était présent de la manière dont les gens le sont quand ils gèrent trop de choses à la fois, gardant la surface calme pendant que le dessous fait son propre travail. Eleanor Voss entra 3 minutes après le début de la réunion. Elle ne s'excusa pas pour les 3 minutes. Elle serra brièvement et efficacement les mains autour de la table, hocha la tête vers les 2 écrans où des participants à distance se joignaient. L'un d'eux, sur l'écran le plus à gauche, montrait Patricia Okafor dans son bureau du centre-ville, veste de costume sur elle, des documents visibles sur le bureau à côté de son ordinateur portable. Et elle prit place à la tête de la table, disposa ses documents devant elle et se versa de l'eau de la carafe. Elle regarda la salle et dit: Avant d'ouvrir les documents de clôture, je dois aborder une question juridique qui a été signalée à mon équipe cette semaine. Elle le dit de la manière dont une personne dit que le temps change. Pas comme une question, pas comme une accusation. Comme une déclaration de quelque chose qui était déjà vrai et qu'il était avant qu'il n'entre dans cette salle. Elle fit glisser des paquets de documents vers chaque siège. La salle fut silencieuse pendant 40 secondes pendant que les gens lisaient. Deschaun prit la première page. Ses yeux la parcoururent puis s'arrêtèrent. Il posa la page et regarda Terence. Terence lisait avec l'immobilité particulière d'un homme qui reconnaît chaque mot parce qu'il les a écrits. La porte derrière Deschaun s'ouvrit. René entra. Elle portait le blazer marine de son bagage à main, ses cheveux naturels attachés proprement en arrière.
Elle se dirigea vers le siège vide à côté de l'écran de Patricia avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait choisi à l'avance. Elle posa 2 choses sur la table devant elle. Un dossier cartonné et les 2 moitiés du billet d'embarquement déchiré de la porte 14B, prise de la poche intérieure de son manteau, dépliée et posée à plat côte à côte sur l'acajou d'un seul mouvement fluide de sa main. Elle ne les expliqua pas. Elles n'étaient pas une preuve au sens juridique. Elles étaient autre chose. Une ligne tracée, un fait reconnu, une déclaration faite sans mots à la seule personne dans la salle qui comprenait leur poids total. Deshaun les regarda. Sa gorge bougea. Il détourna les yeux puis les ramena. De la façon dont les yeux reviennent vers quelque chose qu'il préférerait ne pas voir. René s'adressa à Eleanor. Elle parla pendant un peu plus de 4 minutes. Elle n'éleva pas la voix à aucun moment. Elle n'utilisa pas le mot trahison. Elle utilisa structure de participation, dissolution frauduleuse, chronologie documentée, recours juridique. Elle nomma spécifiquement Terence et parcourut son implication avec la précision de quelqu'un lisant à partir d'un registre qui avait déjà été vérifié. Les dates des dépôts, les communications avec le cabinet d'Atlanta, la date du dîner d'anniversaire de Gélène, les 12 ans d'historique de cosignature qui avaient rendu possible le premier prêt de l'entreprise et qui n'avaient jamais été légalement séparés de la participation. Elle dit que Patricia avait déposé une motion d'urgence devant le tribunal fédéral ce matin-là, qui avait gelé la restructuration en attendant un audit complet. Elle dit que la clôture de Genève ne pouvait pas légalement se poursuivre. Elle termina de parler et posa ses mains sur la table devant elle. La salle devint silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'absence de son et tout à voir avec la présence de quelque chose d'indéniable. L'avocat suisse posa son stylo à côté de ses documents. L'homme de Londres regarda par la fenêtre. L'expression du représentant de Dubaï ne montra rien, ce qui était en soi un verdict clair. Patricia, à l'écran, était assise tranquillement avec les mains jointes presque dans la même position que celle de René. Deshaun se leva. La chaise gronda en arrière et le son traversa la salle. Il dit que René était vindicative. Il dit qu'elle avait toujours jalousé son succès. Il dit qu'elle n'avait aucun droit d'être dans cette salle, que c'était une réunion d'affaires, que quels que soient les griefs domestiques qu'elle avait, ils pouvaient être réglés par leurs avocats et non devant ses investisseurs. Sa voix monta à la 3e phrase et se brisa légèrement à la 5e. Chaque personne à la table regarda Deshaun de la manière dont on regarde quelque chose s'approcher du bord de quelque chose d'autre. Eleanor Voss attendit. Elle lui donna tout l'espace nécessaire, laissant chaque mot atterrir et s'installer. Quand il arrêta de parler, elle le regarda avec un calme complet et dit « Monsieur Deshaun, asseyez-vous. » Il s'assit. Terence s'éclaircit la gorge et commença une phrase. Patricia, depuis l'écran, prononça une phrase, une citation du code de conduite éthique de l'ordre des avocats concernant la participation des avocats à la fraude des clients. Et la phrase de Terence se termina avant d'avoir vraiment commencé. Il posa son stylo sur la table et regarda sa surface. Eleanor regarda autour de la salle. Elle dit qu'elle retirerait son groupe d'investissement de la clôture en attendant un examen juridique complet. Elle le dit sans animosité et sans drame, de la manière dont une personne énonce quelque chose qui a déjà été décidé avant qu'elle n'entre. Elle ferma ses documents, se leva et dit qu'elle espérait que tout le monde rentrerait en sécurité dans leur ville respective. À la porte, elle s'arrêta. Elle se retourna, non pas vers la salle, mais spécifiquement vers René. Ce qui passa entre elles dura seulement un moment. Pas exactement de la chaleur, quelque chose de plus précis que la chaleur. De la reconnaissance. 2 femmes qui comprenaient, sans avoir besoin d'en discuter, ce que coûte la préparation et ce qu'elle vaut. Puis Eleanor partit. La porte se referma derrière elle. Et la salle de clôture, la salle que Terence avait construite pendant 18 mois, la salle que Deshaun croyait être son plus grand accomplissement, se termina simplement. Pas avec des arguments, pas avec du drame, avec le son silencieux, total et final de quelque chose qui s'effondre de l'intérieur. Deshaun resta assis à la table après que les autres eurent silencieusement rassemblé leurs papiers et se furent excusés. Terence partit sans le regarder. L'avocat suisse offrit de brèves excuses professionnelles pour les circonstances et ferma doucement la porte derrière lui. La salle se vida en moins de 4 minutes, de la manière dont les salles se vident quand la raison d'y être n'existe plus. René ramassa les moitiés du billet d'embarquement déchiré, les replia le long de la même pliure, et les remit dans la poche de son manteau. Elle prit son dossier. Elle se leva, poussa sa chaise, hocha une fois la tête vers l'écran de Patricia. Patricia hocha la tête en retour et mit fin à l'appel.
Renée marcha vers la porte. Elle posa la main sur la poignée. Elle ne regarda pas Deschônes en arrière. Elle ouvrit la porte et entra dans le couloir, et la porte se referma derrière elle aussi naturellement que n'importe quelle porte se ferme après que quelqu'un ait quitté une pièce. Camille avait attendu dans le hall de l'hôtel pendant 3h50 quand le message arriva. Il disait « Quelque chose est survenu. Occupe-toi de la sortie ». Elle le lut 2 fois. Elle posa le téléphone sur le coussin à côté d'elle et regarda le plafond de l'atrium pendant un long moment. Puis elle prit son sac, monta dans l'ascenseur jusqu'à l'étage qu'ils avaient partagé, fit ses bagages dans sa valise avec l'efficacité particulière d'une femme qui a déjà fait ce genre de départ, et quitta l'hôtel sans conversation supplémentaire. Elle prit une voiture séparée pour l'aéroport. Le seul siège disponible sur sa réservation était en classe économique. Elle le prit. L'accord de restructuration mourut complètement dans les 48 heures. Le retrait d'Eleanor Vos était la pièce structurelle. Une fois que le capital principal s'était retiré, l'architecture de la clôture s'était effondrée. L'investisseur de Londres se retira formellement par email le lendemain matin. Le groupe de Dubaï envoya un avis d'une phrase ce même après-midi. Ils ne donnèrent aucune explication parce que les investisseurs expérimentés n'expliquent pas leur retrait des accords signalés par des motions d'audit fédéral. La clôture de Genève était terminée. L'entreprise de Deschônes entra dans un examen juridique formel. Les opérations continuèrent sous une forme réduite. Le travail quotidien de fret se poursuivit. Les clients furent servis. Les camions roulèrent. Mais 3 contrats majeurs furent suspendus en attendant la résolution du litige sur la participation. L'entreprise qui était sur le point de connaître sa plus grande expansion se retrouva soudainement et très publiquement au bord de quelque chose de tout à fait différent. Le nom de Terrance apparut dans la documentation d'audit avec la spécificité que produit la documentation quand quelqu'un a tenu des registres minutieux. L'ordre des avocats ouvrit une enquête disciplinaire dans les 30 jours suivant le dépôt de Patricia. Sa pratique entra dans ce que son assistante décrivit à un collègue comme une période difficile, le genre qui ne se résout pas rapidement parce qu'il n'a pas été créé rapidement. 14 ans de réputation, gérée, cultivée et soigneusement entretenue, entrèrent dans un processus qui prendrait plus de temps à conclure que quiconque autour de lui ne voulait y penser. Chez eux, la géographie sociale changea de la manière dont elle le fait quand la vérité commence à se répandre dans une communauté, non pas bruyamment, non pas tout à la fois, mais régulièrement, de la manière dont l'eau traverse quelque chose de poreux. Leur église, le réseau de quartier, les amis communs qui connaissaient Renée comme l'épouse stable et compétente de Deschônes depuis plus d'une décennie, tout cela commença à se recalibrer. Deschônes avait construit sa chaleur publique en partie sur la sienne, son statut professionnel à l'hôpital, sa présence aux événements communautaires, la manière dont les gens parlaient d'elle quand ils n'étaient pas dans la pièce. Cela lui avait donné une association avec quelqu'un de décent et de digne de confiance, et il n'avait jamais pensé à en rendre compte parce qu'il n'avait jamais pensé à en être reconnaissant. Sans elle, cette chaleur ne se transférait tout simplement pas. Il l'appela 2 fois pendant la première semaine après leur retour. Elle ne répondit pas. Il envoya 2 messages textes qu'elle lut et auxquels elle ne répondit pas. Il se présenta à la maison un jeudi soir et sonna à la porte, et elle vint à la porte et se tint dans l'embrasure ouverte et le laissa parler pendant 2 minutes. Puis elle dit qu'elle avait déjà parlé avec un avocat en droit familial et lui suggéra de faire de même. Elle le dit sans chaleur. Elle le dit de la manière dont on dit quelque chose qui a déjà été décidé. Il resta sur le porche un moment après qu'elle eut fermé la porte, puis il remonta dans sa voiture. Terrance envoya un message par l'intermédiaire de leur tante familiale, une femme qui avait aidé à élever les 2 frères et qui avait toujours aimé Renée avec l'affection simple de quelqu'un qui pouvait voir clairement la valeur d'une personne. La tante appela Renée un dimanche après-midi, écouta une phrase de ce qu'on lui avait demandé de transmettre, et dit à Renée qu'elle ne le transmettrait pas. Elle dit qu'elle était désolée. Elle dit qu'elle avait toujours su que Renée était une bonne personne. Elles parlèrent pendant 20 minutes d'autre chose. Et à la fin de l'appel, la tante dit « Continue comme ça, ma chérie ». Renée dit qu'elle comptait le faire. Camille refit surface 9 semaines plus tard lors d'un événement professionnel de l'autre côté de la ville, photographié aux côtés d'un homme que personne ne connaissait. Deschônes en entendit parler par un contact commun et ne dit rien à personne en réponse. Mais 2 personnes qui le connaissaient bien et virent son visage quand il apprit dire qu'il avait l'air d'un homme regardant une porte se fermer, non pas avec colère, mais avec l'expression particulière de quelqu'un qui comprend enfin ce qu'il a perdu et le comprend trop tard. Il ne perdit pas tout parce que Renée se battit contre lui. Il perdit tout parce que la vie qu'il avait construite reposait toujours sur la fondation de quelqu'un d'autre, et le moment où elle en descendit,
Il n'y avait plus rien en dessous. 18 mois plus tard, un samedi après-midi d'octobre, le bâtiment de bureau de René était silencieux de la manière dont seuls les bâtiments de bureau le sont le week-end. Un silence spécifique et propre, tout le bruit ambiant de la semaine disparu, juste le bourdonnement du système d'ascenseur et le faible son de la rue 4 étages plus bas. La lumière de l'après-midi traversait sa fenêtre selon le long angle bas qui appartient à l'automne, coupant à travers son bureau et réchauffant sa surface. Son bureau comportait 3 piles soignées, des dossiers d'admission de clients pour 2 nouveaux comptes hospitaliers qu'elle développait, une proposition pour un réseau de soins de santé régional sur laquelle elle avait travaillé pendant 6 semaines et qui était maintenant dans sa version finale, et une tasse à café blanche qu'elle avait apportée de la maison parce qu'elle aimait son poids dans sa main et le son qu'elle faisait quand elle la posait sur le bois. La tasse ne disait rien. C'était juste une bonne tasse. Les petites choses comme ça comptaient pour elle maintenant d'une manière qu'elle ne faisait pas quand elle était occupée à survivre à quelque chose. Le son de basket se déplaçant rapidement dans le couloir lui parvint quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre à la volée. Gélène entra à toute vitesse, à 11 ans et entièrement inconscient du calme de l'après-midi, tenant une chaussure de football avec la sangle de cheville cassée nette de son logement, la lui présentant avec le sérieux urgent que les enfants apportent aux urgences de chaussures. René tourna sa chaise vers lui. Elle donna à la chaussure toute la considération qu'elle méritait. Gélène expliqua la situation en détail, y compris sa théorie sur la raison pour laquelle la boucle avait cédé, ce qui impliquait la manière spécifique dont il avait atterri après un coup de tête lors de l'entraînement de la semaine précédente. Elle écouta sans l'interrompre. Puis elle ouvrit le tiroir supérieur de son bureau, écarta une agrafeuse et 2 stylos, et trouva une grande pince à papier. Elle la fit passer dans la boucle de la sangle et la fixa suffisamment fermement pour tenir pendant un après-midi. Elle lui dit qu'elle ferait remplacer la vraie boucle après le déjeuner. Il regarda la pince à papier avec le scepticisme considéré d'un enfant de 11 ans évaluant l'improvisation des adultes. Il la testa avec 2 doigts. Il décida qu'elle tiendrait. Il repartit en courant, ses baskets bruyantes dans le couloir, et la porte se referma lentement derrière lui, sans se fermer complètement. Par l'entrebâillement, René pouvait voir le panneau de verre dépoli monté à côté de la porte du couloir. Dessus, en lettres nettes et sombres, son nom et en dessous, le nom de son cabinet, Conseil en soins de santé. Son nom sur le verre, son cabinet, son bâtiment, ses comptes, sa proposition sur son bureau dans la lumière de l'après-midi. Elle se retourna vers la page devant elle. Elle prit son stylo. Dehors, la ville traversait son samedi sans urgence. La lumière sur ses mains était chaude et stable. Un mardi du mois précédent, Deschaune avait conduit à travers cette partie de la ville en se rendant à une réunion, et il avait ralenti quand le bâtiment était entré dans son champ de vision. Il s'était garé sur le trottoir et était resté assis, moteur tournant, à regarder le nom sur le verre. Il était resté là un moment qui dura plus longtemps que les moments ne durent habituellement. Puis il avait remis la voiture en marche et avait continué. Certaines femmes pleurent à la porte d'embarquement. Certaines femmes s'assoient, passent un appel, et laissent la vérité monter en première classe. La dignité n'est pas bruyante. Elle ne court pas, ne discute pas, ne se performe pas pour les gens qui l'ont lésée ou ne s'explique pas à ceux qui ont regardé. Elle continue simplement dans la pièce suivante, la saison suivante, le prochain samedi après-midi calme avec un enfant qui court dans le couloir et un stylo qui se déplace sur une page et un nom sur une porte en verre qui n'appartient à personne d'autre. Voici à quoi cela ressemble de l'autre côté. Pas un discours de victoire, pas une confrontation finale, juste une femme à son bureau dans la lumière de l'après-midi, les pas de son fils s'estompant dans le couloir, son travail devant elle, et tout le bruit de ce qui lui a été fait enfin, complètement derrière elle. Elle prit son stylo et continua d'écrire. La page devant elle n'était pas terminée, et elle non plus, et ces 2 choses semblaient exactement justes. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quoi ressemble la dignité. Et si vous voulez plus d'histoires sur des femmes qui n'ont jamais cédé quand elles auraient dû, vous savez où les trouver.